Donc, on se permet de comparer puis de dire, ben, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est aussi efficace que les hormones? Fait que ça, c'est très intéressant. On a ici par rapport aux bouffées de chaleur, qui est probablement la raison principale des consultations des femmes, hein, quand elles sont très incommodées par ça. C'est rare qu'on les tolère, puis seulement on prend action, là, hein, c'est la qualité de vie qui prend le bord, là. Fait que, au niveau des bouffées de chaleur, en fait, il y a seulement 3 études, parce que j'ai mis des petits pitons rouges là, qui disent qu'on ne notait pas vraiment de différence de bénéfices, sinon toutes les autres. Il y en a beaucoup qui sont en fait, des études randomisées, placebo-contrôle, tout ça. Donc, c'est comme le top de top là, en sciences, là, où il y a un groupe témoin, puis un groupe qui prend, puis on est capable de comparer. Okay? Fait qu'on a comparé, en fait, et au niveau des bouffées de chaleur, les femmes sont très satisfaites. Okay? Donc, il y a un grand bénéfice d'y aller avec le supplément de soya. Au niveau de l'ostéoporose, l'apport est négligeable. C'est mi-figue, mi-raisin. Okay? Des études favorables. Il y en a d'autres qui disent, bon, ben, ça ralentit un peu la perte de l'os, ça densifie un petit peu, mais bon, hein, c'est pas clair. Par contre, par rapport à la santé urogénitale, ben, on ne note pas davantage, okay, à prendre ça. Par contre, au niveau des bouffées de chaleur, c'est très, très, très intéressant. Donc, ici, on voit que 70 des femmes sont satisfaites d'une intervention non hormonale qui permet de diminuer plus de moitié les bouffées de chaleur en prenant le soya, les isoflavones de soya. Et le dosage typique, ce n'est pas extraordinaire, c'est ce qui est bien, ce n'est pas de prendre 12 capsules par jour ou 12 capsules par repas. Là. On est vraiment dans un soulagement des symptômes à partir de 35 mg jusqu'à 150 mg par jour. Il y a une étude prospective aussi à petite échelle qui rapporte 57 de réduction de la gravité puis de la fréquence des bouffées. Fait qu'on a moins de bouffées, puis sont moins intenses, sont moins incommodantes et sont moins fréquentes. Hein. Fait qu'au lieu d'avoir des bouffées aux 15 minutes ou à chaque fois que je prends une gorgée de café, hein, ben, à ce moment-là, je suis capable d'avoir un plus long stretch sans être incommodée. Hein. Et il y avait une autre étude qui portait sur 6 mois. En fait, c'est une étude un peu subjective. En fait, ça utilisait l'indice de ménopause de Copperman. C'est encore utilisé en médecine. En fait, c'est une grille d'auto-analyse des symptômes, puis les gens se donnent un chiffre. Hein, pour dire, ben ça, je suis à 3, ça, je suis à 4, puis ils comparaient de mois en mois, est-ce qu'il y avait des améliorations. Puis ils disaient qu'effectivement, à partir de 72 mg d'isoflavone de soya, ben les bouffées de chaleur étaient considérablement réduites là, sur une échelle en dedans de 6 mois en fait, de supplémentation. Et même le North American Menopause Society recommande de manière considérable la prescription d'isoflavone de soya pour adresser les syndromes de la ménopause. Et puis autres, ils parlent de prendre 50 mg par jour pendant 12 semaines. Ici, après 12 semaines, donc 3 mois, les résultats ne sont pas en rendez-vous. Ils proposent de cesser puis de trouver autre chose. C'est quand même intéressant parce que le North American Menopause Society, c'est quand même une chaire très importante de recherche. C'est quand même intéressant que ça fait 11 ans qu'ils supportent effectivement l'utilisation ou la promotion de soya. Par rapport au cancer, parce qu'on a eu cette peur bleue-là hein, du soya, cancer du sein, on ne touche plus au soya, hein, mais il existe des preuves suffisantes pour suggérer un effet protecteur, en fait. Hein. Plusieurs études ont rapporté qu'une consommation plus élevée de soya et par conséquent d'isoflavone lors de la période post-diagnostic du cancer du sein est associée à un taux de mortalité réduit. Très intéressant. Là, je vous ai mis vraiment un petit échantillonnage hein, parce que quand on se lève le matin puis on tape soya cancer, soya ménopause, dans le PubMed, là, ça frise là, les milliers d'études puis de références. Là. Fait que j'ai fait vraiment, là, j'ai réduit de beaucoup là, le partage ce soir. Là. Dans une revue systémique, en fait, qui couvre plus de 400 études. Ça, je trouvais quand même intéressant. Hein? L'Autorité européenne de sécurité des aliments conclut que les isoflavones aux doses généralement ingérées n'exercent pas d'effets secondaires ni néfastes sur la glande mammaire, ni l'utérus, ni la thyroïde chez les femmes péri- et post-ménopausées. De même, la North American, la même association Menopause Society, a déclaré que les isoflavones n'augmentent pas le risque de cancer ni de l'endomètre et ni du sein. Donc là-dessus, on est correct.
Donc, on a ici un petit rappel de différentes études par rapport au risque de cancer du sein. On était dans une vision ici, dans une visée préventive. Le P, c'est pour préventive. Puis tout ce qu'on a ici, c'est du gros bénéfice. Okay? Donc, c'est assez sécure d'usage. Voilà. La deuxième plante que j'aimerais vous parler ce soir, c'est l'Acté à grappe noire. Donc, Actea racemosa ou Simicifuga racemosa. Et c'est une plante qu'on trouve localement. Hein. Bon, évidemment, le soya, on le cultive là, ici, là. Mais l'Acté à grappe noire, si vous marchez là, dans des boisés, bon, si vous êtes des bons identificateurs de plantes, là, vous allez tomber dessus. OK? Donc, c'est la raison pourquoi j'ai choisi, c'est aussi comme le soya, parce que c'est une des plantes les plus étudiées. Ça fait plus de 40 ans en Europe qu'on s'intéresse à cette plante-là comme alternative à la thérapie d'estrogène. Et l'Allemagne, on va en reparler, c'est vraiment un monde à part quand on parle de produits de santé naturelle et de plantes médicinales. L'Allemagne, c'est l'objectif. C'est vraiment, ils font énormément de recherches. Ils sont très sérieux dans l'utilisation des plantes médicinales. Ils sont contrôlés comme des médicaments. Ils ont énormément d'études avant de mettre en marché un produit. Okay? Donc, en Allemagne, l'extrait d'Actea grappe noire est commercialisé depuis 1956 et il y a énormément de données techniques sur ce produit-là. Il y a beaucoup de monographies. Comme un médicament qui est mis sur le marché, le fabricant doit faire une monographie du produit pour dire, ben, à quoi ça sert, comment est-ce que c'est métabolisé dans le corps, comment c'est éliminé, c'est quoi le dosage, c'est quoi les effets secondaires, il y a ces interactions plantes, médicaments, blablabla, tout ça. Bien, en fait, on retrouve aussi dans différents compendiums de monographie notre Actea à grappe noire. Hein. Donc, on l'a dans le American Herbal Pharmacopoeia, le British Herbal Compendium, le British Herbal Pharmacopoeia, le British Pharmaceutical Codex, le Complete German Commission E. On a le Mills and Bones, ça c'est en Australie, le WHO, donc l'Organisation mondiale de la santé aussi le mentionne. Hein. Donc, c'est une plante qui a beaucoup voyagé puis qui a été énormément étudiée. Donc, on a un bon recul par rapport à cette plante-là. L'Actea grappe noire, elle a été répertoriée parmi les remèdes à base de plantes en vente libre les plus populaires en Amérique. Ça fait pas si longtemps, hein? Ça fait 4 ans de ça. Et il y a différents produits commercialisés, là, même au niveau pharma, dont le rémifémine. Ici, si vous vous intéressez à cette plante-là, vous ferez des recherches et vous allez voir, ça a été c'était le premier produit dans les années 60, en fait, disponible pour faire un contrebalan aux hormones puis tout ça. Fait on a beaucoup d'informations cliniques par rapport à ce produit-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des rapports sur les activités estrogéniques, hein, puis ça, c'est très controversé. Hein, les extraits d'Actea grappe noire ne se lient pas aux récepteurs d'estrogène. Donc là, on pourrait dire, ben, c'est parce que ça ne marche pas dans ce cas-là. Non, ça marche autrement. Donc, ça marche comment? Hein? Bien, en fait, on le sait que l'Actea grappe noire est utilisé pour atténuer les symptômes de la ménopause avec un grand succès. Hein? Donc, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles de sommeil, les vertiges, la nervosité, les sautes d'humeur, la sécheresse vaginale. Hein? Mais en même temps, ça ne démontre pas de modulation hormonale. Ça n'affecte pas, en fait, ça ne rejoint pas les récepteurs. Donc, ça marche comment? Cette plante-là ne contient pas de phytoestrogène, ça ne contient pas d'isoflavones, ça travaille d'une autre façon comparativement au soya. Ça contient des terpènes. Et des terpènes, c'est aussi une molécule qui est très active. Et les terpènes ont une capacité de se fixer sur les récepteurs de sérotonine. Si on recule dans votre mémoire, tantôt, il y a à peu près 1 heure, hein, je vous parlais de la sérotonine, vite, quand on parlait de l'impact de l'estrogène et sur le système nerveux. Et je vous disais que l'estrogène, elle est responsable, en fait, de la synthèse de la sérotonine et de la qualité et de la stabilité des récepteurs de sérotonine. Et la sérotonine, entre autres, ce qu'on va voir ne fait pas que ça, elle est là pour stabiliser l'humeur. C'est l'attitude positive, elle est beaucoup en lien avec la
distribution de sérotonine. Hein. Mais on sait que la sérotonine, en fait, elle est impliquée aussi dans les bouffées de chaleur parce que sur les vaisseaux sanguins, il y a des récepteurs de sérotonine. Et quand j'ai des fluctuations de sérotonine, mais je vais avoir des fluctuations vasomotrices aussi. Hein. Et c'est impliqué dans le centre de thermorégulation qui se loge dans l'hypothalamus, entre autres. Et donc, mon acté ne travaille pas comme une phytoestrogène, mais travaille de façon plutôt neuro-hormonale. Donc, c'est différent. Et ça fait un très bon complément au soya.